Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va faire le débrief de la F2. On a déjà fait le débrief de la F1, de la F3, il nous manquait plus que la Formule 2. Encore une fois sans habillage, je vous rappelle également qu'on fera pas le débrief de la course de Barcelone parce que je ne pourrai pas la regarder, donc je ne pourrai pas la débriefer. C'est tout con, mais c'est comme ça, j'ai le maillot qui brille un petit peu. Là, la caméra, c'est pas magnifique. On va s'approcher un petit peu comme ça pour éviter que ça brille. Donc, course qui a été... week-end qui a été plutôt très animé. Des pilotes qui étaient très agressifs par rapport au week-end dernier. Surtout Schumacher et Schwartzman. Schwartzman qui a eu un week-end compliqué. J'en parle maintenant parce que j'en parlerai plus dans le reste de la vidéo du côté de Schwartzman. Week-end compliqué, lui qui était en tête du championnat, eh bien, il a perdu la tête du championnat. Et comme la semaine dernière, ça a été très difficile de toute manière pour l'équipe Prema. On va donc faire les tops et flops. On parlera bien entendu de Giuliano Alesi, de Schumacher. On va parler également de Callum Elliott qui a fait un très très bon week-end, le pilote britannique de la Ferrari Driver Academy. Là je suis en train de regarder ma petite feuille. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les deux courses? Peu d'accidents, peu de crash, mais ça a été un week-end animé sur la piste avec pas mal de tentatives de dépassement, pas mal de dépassements un peu dangereux, pas mal de défenses de position très dangereuses. Et on reviendra là-dessus de toute manière sur cette vidéo. Mais moi j'ai trouvé quand même les deux courses plutôt plaisantes. En plus je les ai regardées en anglais parce que je commençais à avoir à cause d'un petit problème de timing, ça veut dire j'ai dû les regarder après qu'elles se sont déroulées parce que dimanche matin je regardais les qualifications MotoGP, vu que samedi j'ai fait 7h30 de voiture, donc autant vous dire que après avoir fait ce petit périple, j'étais pas très frais pour regarder des qualifications, il faut quand même être assez attentif, donc j'ai décidé de le faire le lendemain, donc j'ai tout regardé avec un temps de retard au niveau de la F2 et de la F3, c'est pour ça que les vidéos arrivent un peu plus tard, et sans habillage aussi, parce que je suis pas là de nouveau pendant 10 jours. Donc on commence tout de suite par le bilan du français, bilan de Giuliano Alesi. Giuliano Alesi, ça a été un petit peu compliqué ce week-end de course, encore une fois j'ai envie de dire, ça se répète. De toute manière, je le dis toujours avec Giuliano Alesi, mais quand vous n'avez pas été exceptionnellement bon du côté du GP3 à l'époque pour lui, c'est quand même compliqué d'être performant en F2. On a rarement vu un pilote peu performant en GP3 qui devenait très bon en F2. Et là, c'est le cas très clairement avec Giuliano Alesi. Donc, week-end qui a été mauvais. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Week-end mauvais parce que toujours au-delà de la 15e place, qualification 20e. Derrière lui, il y avait juste Nissany et Samaya, autant vous dire les deux Jean-Michel à peu près, comme j'ai appelé Roy Nissany, mais les deux pilotes les moins bons de la catégorie. Il était derrière Armstrong aussi, qui pourtant n'a pas fait un très très bon week-end. Après en course 16e en course 1, devant son équipier Markelov, mais on peut pas dire que Markelov soit exceptionnel. Et puis ensuite en course 2, très compliqué, avec une 20e place simplement. Le seul Lundgaard était derrière lui, mais Lundgaard avait délaminé son pneu. Donc, on veut dire que c'est quand même un peu plus facile pour finir devant le Danois quand on délamine un pneu, mais week-end absolument incroyablement difficile pour Giuliano Alesi. Ça commence à se répéter. C'est vrai que là j'écoutais les commentaires de Sky, j'ai regardé la course sur Sky, autant j'avais regardé les autres courses à chaque fois sur Canal+. C'est toujours intéressant de regarder parfois les courses, certains événements en langue étrangère, parce que ça vous permet de voir également l'état d'esprit des commentateurs. C'est vrai qu'ils disaient, les deux commentateurs, je ne sais plus c'était qui, que on était assez déçus par les performances de HWA, l'équipe de Giuliano Alesi, parce que techniquement la base de cette équipe était déjà là l'année dernière chez Ardennes. Quand vous regardez les performances d'Antoine Hubert et les performances de Giuliano Alesi, c'est vraiment du tout au tout. Je pense quand même pas qu'il y ait un écart de niveau entre le niveau qu'avait Antoine Hubert et le niveau qu'a Giuliano Alesi. Je pense que Giuliano Alesi a un niveau qui est plus faible, mais quand même pas à ce niveau-là. Il y a un problème avec cette voiture, ils n'arrivent pas du tout à la faire fonctionner. Je crois qu'Alesi a fait un moment 2 arrêts au stand, parce qu'à un moment je l'ai vu arrêter 2 fois.
sur des courses où normalement on devait s'arrêter qu'une fois, donc il n'arrive pas à gérer les pneus. Après, du côté d'Alesi, ça a toujours été un de ses problèmes. C'est un pilote qui était capable déjà l'année dernière avec les pneus 13 pouces de délaminer les pneus, donc autant vous dire que cette année avec les pneus 18 pouces qui ont encore moins d'endurance, c'est quelque chose qu'il a du mal à faire, de très bien gérer ses pneus. Mais de toute manière, son week-end de course a été catastrophique et il va falloir qu'il réagisse, mais de toute manière, pour moi, son avenir en F1, c'est déjà, faut tirer une croix dessus. L'avenir dans d'autres disciplines des sports mécaniques, je pense qu'il faudra qu'il réfléchisse très grandement à l'endurance ou même aux États-Unis, pourquoi pas l'IndyCar. Également, son père avait fait les 500 miles d'Indianapolis, pour ceux qui s'en souviennent, avec les Lotus, qui étaient des fours, mais véritablement c'était des merguez, comme dirait à la chaîne Villebrequin, cette voiture-là en IndyCar. Ils avaient même pas réussi à se qualifier, je crois. Enfin, ça a été un imbroglio total, alors que c'était une année où je crois qu'il y avait 34 voitures simplement en qualification. Donc, comme on prend les 33 premières, normalement c'était assez facile de se qualifier pour Jean Alesi. On passe aux 3 pilotes au top, et du côté des 3 pilotes au top, je vais commencer par Callum Elliott. Pole position, victoire en course 1. En course 2, il finit un peu plus loin, finit 6ème, mais quand même belle remontée en course. Puis un beau dépassement sur Taik Tum. Ça se dit Taik Tum en anglais. J'ai pris la prononciation de Sky, pas Taik Tum. Depuis le début, je prononçais Taik Tum. Il semblerait que ça soit Taik Tum in English. Pour le pilote britannique. Bon, du côté d'Elliott, ça a été un week-end très intéressant. Déjà, il a converti sa pole position. On sait que c'est le pilote qui est le plus rapide sur un tour parce que je crois que c'est sa 3e pole de la saison. Quelque chose comme ça. Mais Elliott, il est très rapide sur un tour lancé. Il n'avait jamais vraiment réussi à convertir ses pole positions. Et là, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et c'est vraiment une très très bonne chose pour Callum Elliott. Convertir des pole positions. Il prend la tête du championnat en plus. Il dépasse les pilotes de la Ferrari Driver Academy, des pilotes qui étaient peut-être plus en vue, parce qu'on peut dire que c'est un peu un challenger. Ça reste comme un pilote de talent. Quand il avait gagné, fait la pole l'année dernière à Monza, il avait été vraiment très bon. Il avait plutôt bien fini l'année dernière la saison. Il avait plutôt mal débuté, Callum Elliott. Chez Charouz en plus, qui est quand même pas la meilleure équipe au monde, donc ça avait été vraiment un très très bon travail de la part de Callum Elliott. Là, il est dans une équipe qui est très forte. Oliver Tozzi, ancienne équipe Russian Time, mais déjà l'année dernière, Oliver Tozzi, Giotto et Zhou avaient fait une bonne saison. Et là, c'est vrai que pour Elliott, c'est vraiment une énorme progression de performance, je trouve. Et pour une place, encore une fois, chez Alfa Romeo l'année prochaine, c'est un pilote sur lequel il faut compter également. Il ne faut pas simplement réfléchir au duel entre Schumacher et Schwartzman. Vous avez également Callum Elliott, qui a un très gros potentiel. Et du côté d'Alfa Romeo, je pense que Kimi Räikkönen est sur le départ. Du côté de Giovinazzi, on ne sait pas trop. Mais on pourrait changer les 2 pilotes dans cette équipe. Et là, ça serait intéressant pour nos amis de chez Univer Tozzi ou chez Prema de se positionner en étant très performant en Formule 2. On continue avec Yuki Tsunoda, peut-être la future pépite de AlphaTauri. Yuki Tsunoda, je pense pas encore l'année prochaine, ça me semble encore un peu juste, mais pour 2022, Yuki Tsunoda, il est très fort. Encore une très grosse course 2 pour lui. Il s'impose devant Mick Schumacher. En même temps, Schumacher et Schwartzman se sont rentrés dedans, mais je reviendrai sur ce crash plus tard. Tsunoda, de toute manière, faisait une très très belle course de jusque-là, avec vraiment un rythme où il était pas très loin de Schumacher et Schwartzman. Je pense qu'il était en capacité de prendre la 2e place. Et puis en course 1, il avait déjà pris une 6e place en étant parti 10e sur le grille de départ, donc plus 4 positions, ce qui était très bien. Il gère très très bien ses pneus. Depuis le début de saison, il a vraiment une faculté à avoir des très bonnes fins de course, c'est-à-dire qu'il gère très très bien les relais longs avec cette voiture
qui détruit les pneus, il faut le dire, hein. Cette F2 avec les pneus 18 pouces, l'endurance des pneus est assez limitée. Et puis ensuite, quand il a l'opportunité, il la saisit, il a l'opportunité de gagner, il la prend. Il avait eu l'opportunité déjà de faire un podium, il l'avait prise. Il se place quand même premier pilote débutant, je crois, deuxième, pardon, juste derrière Schwartzmann, mais il est vraiment plutôt en très très grande forme, le pilote japonais. Je pense qu'il lui en manque un petit peu d'expérience. Je rappelle que Yuki Tsunoda, il vient, c'est simplement l'année dernière qu'il est arrivé en Europe. C'est un pilote donc qui manque encore d'expérience sur les circuits européens, mais c'est un pilote qui a beaucoup de potentiel. J'avais déjà remarqué l'année dernière quand il avait fait des très très belles courses à Spa et à Monza. Donc c'est un pilote qui aime en plus les circuits rapides et nous l'a encore démontré, Yuki Tsunoda. Donc il continue comme ça parce que sa saison devrait être intéressante. Il devrait, je pense, être en capacité d'être dans le top 8 en fin de saison, Yuki Tsunoda. Alors je pense qu'il y a des pilotes qui vont se réveiller comme Zhou ou comme Schumacher, mais devrait être en capacité de rester dans ce top 8 vu le potentiel qu'il nous a démontré depuis le début de saison. Et puis on termine avec Jack Aitken qui a fait 2 fois 3e ce week-end, qui avait, je m'excuse, il y a un peu des bruits dehors, mais les agriculteurs travaillent avant les orages, mais Jack Aitken qui a fait 3e pendant tout le week-end, parce qu'également 3e en qualification. Pas grand chose à dire, c'est un peu son terrain de jeu. Silverstone, c'est un pilote qui adore Silverstone, il nous l'a encore démontré sur ce week-end de course après le problème de Jack Aitken. C'est que c'est un pilote qui est rapide à certaines occasions, mais qui manque véritablement de régularité. On l'avait vu l'année dernière, très performant à Bakou, puis il n'avait pas réussi à convertir ça tout au long de la saison. Là c'est encore un peu pareil, parce que je rappelle qu'au classement il est simplement 12e au championnat, Jack Aitken, avec quand même pas mal de résultats blancs, et c'est pas comme s'il restait plus forcément 10 millions de courses du côté de la Formule 2. Donc c'est vrai que son début de saison a été assez mauvais, il faut le rappeler, et heureusement il a fait il avait fait un pas mauvais week-end encore pardon, je vais réussir à m'exprimer. Il n'avait pas fait une mauvaise course en Autriche lors de la première course, mais ensuite ça avait été un peu compliqué. Ça a été quand même un peu une déception, lui qui fait partie de l'académie Williams. Mais du côté d'Aitken, qu'il continue dans ces performances-là, mais on cherche de la régularité. Pour l'instant, il ne l'obtient pas. Mais bon, ça pourrait être une possibilité pour 2022, Jack Aitken, même si vous avez Taiktum, et on sait que Taiktum est quand même peut-être un peu plus suivi par Williams, un peu plus jeune aussi, il faut le dire, le pilote britannique. On passe au pilote en difficulté. On va commencer par Taiktum, qui est en difficulté parce que quand on part sur la grille de départ à 4e et qu'on finit au-delà du top 10 en course 1, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas vraiment marché pour le pilote britannique. Et puis même dans la course 2, il finit 7e, alors il gagne quelques positions, mais un vrai problème au niveau de la gestion des pneus du côté de Taiktum pendant tout le week-end de course. Et puis des erreurs de pilotage, par exemple, à la sortie de Beckett-Chapelle, vous savez, à la sortie pour récupérer la ligne droite. Là, il a fait pas mal d'erreurs pendant tout le week-end. Le pilote britannique a un week-end un peu décevant pour lui, qui était plutôt sur une belle lancée après une victoire en course 2, c'est ça, je crois me rappeler, du côté du Grand Prix de Grande-Bretagne. Oui, c'était en course 2. Eh bien, il n'a pas réussi à convertir ses belles performances, cet entrain positif depuis quelques courses en points ce week-end, et c'est bien décevant à cause, je pense, d'un souci de gestion de pneus assez récurrent chez le pilote britannique. On continue avec Marcus Armstrong, inexistant pendant tout le week-end, le pilote Neo Z, qui n'a pas marqué de points depuis le Grand Prix de Hongrie. Donc ça fait Hongrie, ça fait 6 courses qu'il n'a absolument pas marqué de points. Pourtant il avait bien débuté la saison, je l'avais mis en plus par exemple du côté du Grand Prix d'Autriche, mais il avait fait également
un beau meeting du côté du Grand Prix de Styrie, et puis depuis, il n'a marqué absolument aucun point. Très mauvais en qualification, il faut le dire, parce que quand vous partez simplement 19e sur la grille de départ en qualification, vous ne pouvez pas être performant pour le reste du week-end, mais il en a manqué pendant tout le week-end, 14e en course 1, il était bien plus loin en course... non, il était 14e également en course 2, mais pas de rythme pour le pilote Neo Z, et puis surtout, à part Alesi qui était derrière lui, deuxième moins bon pilote de la Ferrari Driver Academy, donc là c'est inquiétant quand même quand vous n'arrivez pas à sortir votre épingle du jeu, et puis surtout c'est inquiétant parce que l'année dernière déjà en F3 il avait été parfois un peu en dessous de ses deux équipiers à l'époque chez Prema Daruvala, et c'était Schwarzman, qui était champion de F3. Et il avait surtout bien fini la saison, alors que Daruvala avait eu des problèmes techniques, par exemple en Russie. Mais du côté de Armstrong, c'est sûr qu'on attend mieux quand même du pilote Neo Z. Surtout qu'il est quand même chez ART, qu'il est quand même largement devancé par Lundgaard. Normalement, quand on est chez ART, on est là pour jouer les première position du classement, et là ce n'est pas le cas. Je voudrais quand même lui dire que l'année dernière, Mazepin, il a fait qu'une saison chez ART suite à des performances vraiment en demi-teinte, donc il va falloir vraiment qu'il se remobilise, le pilote Neo Z. Et puis on finit avec Mick Schumacher. Mick Schumacher pour l'ensemble de son œuvre. Alors déception, pourquoi flop? Pas forcément par son résultat en qualification, il fait 8e, c'est pas exceptionnel. Mais Prema n'a pas été exceptionnel en qualification depuis quelques courses, il est quand même devant son équipier Schwarzman. Après en course 1, 7e, mais l'écart avec Schwarzman avait largement diminué, et puis pas en capacité de remonter Schumacher. Et puis en course 2, il gâche totalement la course de son équipier en refermant la porte sur Schwarzman. C'est quand même le principe normalement de ne jamais rentrer dans son équipier, c'est le principe de base des sports mécaniques. Et puis même il était deuxième sans avoir un rythme forcément largement au-dessus de Yuki Tsunoda, qui pourtant est chez Carlin, équipe qui est un peu moins performante. Et puis du côté de Mick Schumacher, pilotage très agressif, sa défense sur le dépassement de Mazepin, où Mazepin est obligé de mettre une roue dans l'herbe en course 1. Il y a également il y a eu pas mal d'actions très dangereuses. Ça se conclut par ce contact avec Schwarzman. Pour moi, on aurait dû regarder pour une potentielle pénalité. Ça aurait pu valoir quand même 5 secondes par rapport à l'ensemble du week-end, encore une fois. Mais pour moi, l'action sur Schwarzman, il referme complètement la porte. Il a bien vu qu'il y avait Schwarzman. C'est dommage qu'il n'ait pas pris les gènes de son père de l'époque 2004-2005 chez Ferrari. Il a plutôt pris les gènes de son père de l'époque Benetton et de la période Mercedes, avec un pilotage vraiment trop agressif du côté de Mick Schumacher. Et puis un problème sur la gestion des pneus. Ça, c'est clair et net, c'est récurrent chez Schumacher. C'est le pilote qui, aujourd'hui en F2, détruit le plus rapidement les pneus. C'est celui qui gère le moins bien cet aspect-là de la course, et en F1 on attend d'un pilote qui gère les pneus, qui gère ses gommes, et pour l'instant il ne sait pas le faire. Donc c'est pour ça que pour moi Schumacher, quand on voit Elliott, quand on voit Schwarzman, je pense que Elliott et Schwarzman sont plus préparés, sont mieux préparés à la Formule 1 aujourd'hui que Schumacher. Son avantage quand même à Schumacher, c'est de s'appeler Mick Schumacher, ce qui aide pour avoir des contrats de sponsoring pour aller en Formule 1. On place au classement pilote et constructeur. Classement pilote, donc Callum Elliott en tête avec 106 points, ce qui fait 19 points d'avance sur Christian Lundgaard. Dommage pour Lundgaard d'avoir délaminé son pneu, mais de toute manière son pneu était vraiment dans un sale état. Ça se voyait qu'il fallait l'arrêter. Lundgaard, je ne vois pas pourquoi RT ne l'a pas arrêté. On retrouve ensuite Schwarzman, Nikita Mazepin, surprenant 4e, parce que vu son début de saison en Autriche, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Et puis on retrouve ensuite Yuki Tsunoda, donc 5e avec 66 points, mais ce qui fait déjà 40 points de retard sur Callum Elliott. Puis Louis Deletra, Mick Schumacher, à égalité avec Zhou, Guanyu Zhou, et puis Taktum, Drugovic, Armstrong 11e, très loin, et puis Alesi simplement 16e, qui n'a pas marqué de points depuis la première course en Autriche, ce qui commence à être extrêmement long. Encore 4 pilotes n'ont pas marqué de points: Piquet, Sato, Samaya et Markelov.
Du côté du classement, par équipe, Univers Tozzi en tête avec 21 points d'avance sur Prema. On retrouve ensuite ART 3e, qui est déjà quand même à plus de 40 points d'Univers Tozzi. Ensuite Hightech, Carlin, Charouz, Dams, MP Motorsport. Dams assez décevant en termes du nombre de points. Simplement 7ème, c'est vrai que recruter Sean Guidael était peut-être pas la meilleure idée. Alors ça permet de ramener du beurre dans les épinards, mais pas forcément des résultats. On retrouve ensuite MP Motorsport, Campos, HWA et Trident qui n'a marqué qu'un seul point. C'était lors de la première course et je crois que c'était Sato ou Nissani, je ne sais plus. C'était Nissani pardon, qui avait marqué ce point du côté de Trident. Là aussi on a pris 2 pilotes payants. Certes on met de l'argent dans les fonds de l'équipe, mais on n'a pas vraiment de très bons résultats ensuite derrière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.